Bonjour et bienvenue pour cette session. Je suis Olivier Chape, Solution Architect chez AWS depuis près de 3 ans. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner une vue d'ensemble des outils et des bonnes pratiques pour maximiser les performances et minimiser le coût de votre stockage sur Amazon S3. Amazon S3 ou Simple Storage Service, c'est l'un des premiers services développés par AWS, sorti en mars 2006, et c'est l'un des plus largement utilisés. S3 stocke des exabytes de données et des trillions d'objets dans le monde et atteint régulièrement des pics à plusieurs millions de requêtes par seconde. Quels en sont les cas d'usage ? Beaucoup de nos clients démarrent simplement en migrant la sauvegarde et la restauration de leur stockage. Cela ne requiert pas ou très peu de modifications applicatives. La majorité des logiciels de gestion de sauvegarde du marché s'intègrent directement avec S3. Pour des besoins d'archivage d'importants volumes de données, pour des durées de conservation longues ou des besoins de conformité, les clients migrent aussi rapidement vers AWS. Par rapport à des systèmes de sauvegarde traditionnels sur bande, Amazon S3 leur permet de réduire les coûts et de s'assurer de la durabilité des données. Amazon S3 est aussi un choix privilégié pour nos clients qui construisent des data lakes. Il permet de stocker des objets de type et de format variés, donc des sources très diverses. Amazon S3 est aussi intégré aux autres services AWS pour l'analytique, la visualisation ou le machine learning, ainsi qu'à de nombreux outils tiers. Le transfert des données est donc simplifié. Amazon S3 propose différentes classes de stockage, chacune adaptée à un schéma d'utilisation des données. La classe standard, par exemple, s'utilise pour des accès fréquents et pour avoir des temps d'accès de l'ordre de quelques millisecondes. La classe standard IA, pour Infrequent Access, est optimisée pour des données accédées moins fréquemment. Les temps d'accès sont similaires, mais le coût de stockage sera plus faible, moyennant un supplément de coût pour l'extraction. Enfin, des classes de type Glacier ou Glacier Deep Archive seront efficaces pour l'archivage, avec des coûts de stockage très bas en contrepartie d'un temps de restauration en minutes ou en heures. Pour l'optimisation de la performance et des coûts, nous recommandons généralement de s'appuyer sur 4 piliers. Le premier de ces piliers consiste à bien identifier les besoins applicatifs. En effet, on l'a vu, Amazon S3 a un large spectre de cas d'utilisation. Donc les besoins peuvent être très variés. Par exemple, un site d'accès à du contenu multimédia demandera une haute disponibilité des objets et de haute performance pour leur accès. Si vous utilisez Amazon S3 comme un système de sauvegarde secondaire, par contre, l'accent sera moins important sur la durabilité. Donc on se posera plusieurs questions. De quel niveau de durabilité et de redondance ai-je besoin ? Quel niveau de disponibilité de la donnée ? À quelle fréquence va-t-on accéder à ces données ? De quelle taille sont mes objets ? Ou encore, combien de temps va-t-on les stocker ? Une fois les requis bien identifiés, le deuxième pilier consiste à définir l'organisation du stockage. Pour cela, je vais vous montrer une démo qui a été enregistrée sur la console AWS. Donc, premier niveau d'organisation sur Amazon S3, c'est le niveau compartiment ou buckets. Ici, on va définir des compartiments donc qui seront les réceptacles de nos données. On va définir un compartiment par département, par exemple, ou par type d'utilisation de la donnée. Donc ici, j'ai défini un compartiment pour mon data lake. Deuxième niveau d'organisation, ce sont les préfixes. Donc les préfixes permettent d'avoir une structure similaire à celle d'une structure par dossier dans un système de fichiers traditionnel. Et j'ai défini un préfixe pour chacune des sources de mes données. Donc ici, j'ai un préfixe GameEvents qui contient des événements provenant d'un client jeu. Vous voyez que j'ai aussi utilisé ensuite des préfixes qui me permettent d'avoir un système partitionné de mes données en fonction de la date. Troisième niveau d'organisation sur les objets en eux-mêmes, ça va être les balises ou encore les tags. Donc ici, sur mes objets, je vais avoir 3 balises qui vont être définies. On peut en définir jusqu'à 10. Et ces balises vont me permettre de catégoriser mes objets par projet, par exemple, comme ici, ou de manière transverse, en donnant, par exemple, leur classification. Donc, toutes les données confidentielles auront une balise confidentielle dans l'ensemble de mes buckets.
Alors ici, je vois que une des valeurs n'a pas été renseignée. On va voir qu'il y a des moyens pour y remédier. Maintenant, une fois que j'ai structuré ma donnée, organisé ma donnée, il peut être intéressant de voir ce que contient mon compartiment, mon bucket. Donc pour ça, je vais utiliser des inventaires Amazon S3. Donc on va configurer des inventaires. Donc un inventaire, ça va être la liste des objets contenus dans un bucket ou pour un préfixe donné. Ici, je filtre sur un préfixe. Je vais demander cet inventaire au format CSV, ce qui va me permettre d'avoir un format lisible pour l'utiliser à l'extérieur. Et je peux personnaliser les informations qui seront contenues dans mon fichier final. Donc ici, par exemple, la taille de mes objets ou leur classe de stockage. L'inventaire est sous forme de deux fichiers. Donc un premier fichier manifeste avec le chemin d'accès à mon fichier CSV et le schéma, donc la structure de mes données au sein de ce fichier, et le fichier CSV en lui-même qui donc liste mes différents objets. Avec ici on voit la taille et les classes standards de stockage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cet inventaire peut être utilisé pour des opérations de batch, donc des tâches qui vont être effectuées sur l'ensemble des fichiers de mon inventaire. Donc ici, je vais cloner une tâche existante qui, vous le voyez, récupère le manifeste de mon inventaire et va effectuer une copie des fichiers. Alors pourquoi copie? Parce que la copie, c'est le seul moyen pour changer avec Batch Operation la classe de stockage de mes fichiers. Donc, je vais demander une copie. Donc, pour ça, on me prévient que ça va effectivement remplacer les fichiers existants, puisque mon bucket n'est pas versionné. Mais c'est ce que je veux, puisque ça va me permettre de changer la classe de stockage. Et je vais aussi modifier, remplacer les tags. Donc là, de la même manière, on ne peut pas mettre à jour ou ajouter un tag, mais on va pouvoir juste remplacer tous les tags. Donc, je vais remplacer les tags sur mes données pour corriger le problème que nous avons vu tout à l'heure. Donc, une tâche, une fois qu'elle est créée, elle ne peut être exécutée qu'une fois. Donc, c'est pour ça que je fais un clone de ma tâche. La première chose que Batch Operation va faire, c'est regarder mon inventaire pour voir sur combien de fichiers la tâche va être effectuée. Donc ici, 24. Une fois que ça est fait, on peut lancer l'exécution de la tâche. Alors ici, je fais tout manuellement, mais bien sûr, toutes ces opérations sont disponibles via les API AWS et donc peuvent être effectuées programmatiquement pour, par exemple, être effectuées à intervalles réguliers. Donc, comme je n'ai que 24 fichiers, cette tâche va s'effectuer relativement rapidement. Voilà, elle est déjà en mode completing. Mais Batch Operation est un service qui permet d'effectuer des tâches sur un très très grand nombre de fichiers, centaines de milliers, voire millions éventuellement. Donc ici, on va rapidement aller vérifier sur un de nos fichiers qu'effectivement, notre classe de stockage a été modifiée et qu'on a bien les balises et donc la correction de notre balise projet qui n'était pas renseignée auparavant. Donc, une fois qu'on a bien organisé nos données, le troisième pilier consiste à comprendre, analyser et optimiser son stockage. Donc pour ça, je vais revenir sur mon compartiment Data Lake et vous montrer rapidement les métriques qui sont disponibles et aussi les outils qui sont disponibles pour analyser le contenu. Le premier outil s'appelle Storage Class Analysis, donc analyse des classes de stockage, et va vous permettre de comprendre vos schémas d'accès et éventuellement de décider des transitions entre les différentes classes de stockage pour vos objets. On va définir une configuration pour l'analyse. Elle va pouvoir se faire en filtrant les préfixes et en filtrant sur les balises de nos objets. Donc, on revient sur l'importance
de bien organiser les données qu'on a vues précédemment. On va pouvoir aussi exporter cette analyse au format CSV pour pouvoir l'utiliser dans des outils externes. Donc j'ai déjà au préalable créé une configuration d'analyse pour avoir un peu de données et pour que les graphes soient déjà disponibles. Alors je n'ai pas de recommandation ici. Comme ce compartiment a été créé récemment, je n'ai pas encore suffisamment de données pour que l'outil puisse me donner des recommandations. Mais lorsque vous aurez beaucoup de données et un certain temps d'analyse, le système sera capable de vous fournir des recommandations, des bonnes pour optimiser vos classes de stockage. Donc on voit qu'on va avoir accès, grâce à cet outil, à des informations récapitulant notre utilisation des classes de stockage et au schéma d'accès à nos données. Donc on voit ici par exemple que rapidement, certaines de nos données ne sont plus accédées. On va y accéder beaucoup dans les premiers jours et ensuite elles ne seront plus accédées. On va pouvoir, grâce à ça, donc décider du meilleur moment pour transitionner nos données. Le deuxième outil disponible dans Amazon S3 pour analyser le contenu et les classes de stockage, ça va être S3 Storage Lens. Alors, cet outil a un scope beaucoup plus large que Storage Class Analysis et va vous donner un très grand nombre d'informations et de métriques sur l'utilisation de votre stockage Amazon S3. On peut donc créer des dashboards sur nos compartiments. Ici, on va créer des dashboards pour un compte donné et choisir de le faire sur toutes les régions et sur un bucket particulier. Si vous utilisez AWS Organization, par exemple, pour vos comptes, vous pourrez aussi créer un dashboard pour l'utilisation de Amazon S3 à travers tous vos comptes. Donc, qu'est-ce que ça vous donne, cet outil? Ça vous donne un dashboard récapitulatif de votre utilisation d'S3. Donc, on voit ici un récapitulatif, les tendances de l'utilisation, ce qui va permettre de pouvoir, on verra, détecter des anomalies éventuellement. Un récapitulatif de l'efficacité des coûts. Donc là, par exemple, on va avoir la répartition de l'utilisation de notre stockage entre la version courante des objets et des versions précédentes. Alors, j'en ai pas ici parce que mon bucket n'est pas versionné, mais ça va vous permettre de voir, par exemple, à un moment, si de nombreux objets sont replacés, que le pourcentage de versions non utilisées va augmenter, et donc de remédier à ça en effaçant, par exemple, des données qui ne sont plus accédées. Donc on voit qu'on a différents graphes ensuite sur notre utilisation, la distribution entre les différentes classes de stockage, entre les régions, et un top 3 des comptes, régions, etc. qui utilisent Amazon S3. On a aussi des dashboards sur d'autres dimensions. Donc, on l'a vu sur plusieurs comptes si vous utilisez Organisation, sur la région, et aussi, par exemple, par Storage Class. Donc ça peut être intéressant pour voir comment sont utilisées les différentes classes de stockage et analyser au mieux leur utilisation pour l'optimiser. Voir que sur les préfixes ici, comme j'ai plusieurs préfixes, on a un peu plus d'informations. Donc on voit la distribution ici par préfixe. On peut aussi voir quelle est la source de données qui consomme le plus de stockage et sur laquelle on va vouloir focaliser notre optimisation. Le dernier pilier, une fois qu'on a bien analysé notre utilisation d'Amazon S3, va consister à adapter en continu les classes de stockage pour nos compartiments. Donc, je vais revenir ici sur la partie management de notre bucket Data Lake. Et ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est créer ce qu'on appelle des règles de cycle de vie ou Life Cycle Rules.
Donc ces règles vont nous permettre d'effectuer automatiquement des transitions entre différentes classes de stockage sur certains de nos objets. On retrouve à nouveau la possibilité de filtrer par préfixe et par balise. Donc ici, je vais filtrer sur mes game events et je vais donc pouvoir définir des actions à effectuer sur mes données. Donc la première action que je vais ajouter, c'est d'effectuer une transition de la classe standard vers la classe standard IA au bout de 30 jours. Donc je sais que mes données, je vais les utiliser fortement pendant 30 jours, mais les événements qui datent de plus de 30 jours, généralement, je vais très peu en avoir besoin. Et je vais rajouter une deuxième transition au bout de 6 mois à peu près, 180 jours, vers l'archivage. Alors ici, on voit qu'on a un petit warning sur la transition des objets vers Glacier et Glacier Deep Archive. Le warning nous informant que ça peut augmenter les coûts. Donc ça, c'est important à savoir, c'est que si vous avez beaucoup de fichiers à transitionner, ce qui peut être intéressant, c'est de combiner ces fichiers. Donc on peut utiliser par exemple Amazon EMR, Elastic MapReduce, pour combiner les fichiers afin d'avoir un fichier d'archives par zip, de type zip, qu'on va pouvoir transitionner dans Glacier. Donc on a notre première transition sur les objets courants. Et on l'a vu tout à l'heure, si on voit que notre pourcentage d'utilisation de S3 augmente pour les versions non courantes de nos objets, on va pouvoir rajouter aussi dans nos lifecycles la possibilité d'effacer les versions précédentes de nos objets au bout d'un certain temps. Donc ici, par exemple, au bout de 7 jours, parce que une fois que une nouvelle version est créée, au bout de 7 jours, je considère que je n'ai plus besoin de la version précédente. Donc ça va nous permettre d'optimiser en continu notre utilisation d'S3 dans un cas où les schémas d'accès sont prévisibles. C'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement, nos événements, au bout de un mois, on va plus avoir besoin de les utiliser. Par contre, si on n'a pas cette prévisibilité, on va pouvoir utiliser la classe de stockage de hiérarchisation intelligente ou intelligent tiering. Donc c'est une classe de stockage. On va pouvoir par exemple transitionner au bout de 30 jours nos objets vers cette classe de stockage. Et c'est cette classe de stockage, elle, qui va s'occuper de faire la transition de nos objets depuis la classe standard vers la classe standard infrequent access. Donc, les objets qui sont dans cette classe, s'ils ne sont pas accédés pendant un certain nombre de jours, ils vont transitionner automatiquement entre les différentes classes de stockage. Depuis peu, on a aussi la possibilité de configurer la classe Intelligent Tiering pour archiver automatiquement les données. Donc, par exemple, ici, on voit qu'on peut la mettre en place pour archiver automatiquement les données dans Glacier ou Glacier Deep Archive au bout d'un certain temps. Voilà. Donc, jusqu'ici, on a beaucoup parlé d'optimisation des coûts concernant le stockage sur Amazon S3 lui-même. Il y a une autre dimension de la facturation sur S3 qui est l'accès à la donnée. C'est-à-dire il y a aussi une facturation des requêtes de type put ou get. Donc ça aussi, at scale, quand on va avoir beaucoup d'objets sur S3 et qu'on va avoir beaucoup d'accès à ces objets, le coût peut augmenter. Alors, petit rappel, Amazon S3 est un système distribué. Donc, il s'agit d'un service régional qui fournit une interface simple d'accès aux objets et qui est capable de supporter des millions de requêtes par seconde sur des trillions d'objets. Donc, il faut vraiment le penser comme un service très largement distribué et qui est donc accessible à travers un grand nombre de points d'accès sur une région. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de bénéficier au maximum de ce grand nombre de points d'accès parce que on n'interagit pas avec le service directement, on interagit avec ces points d'accès. Donc on ne va pas l'utiliser comme on utiliserait un système de fichiers traditionnel. Donc l'idée, ça va être de distribuer nos requêtes sur ces différents points d'entrée, et cela s'applique à différents cas d'usage. Et on va voir que là, ce qui va être important, c'est de définir une taille optimale pour nos objets.
Donc, on va revenir par exemple sur le cas de nos fichiers de journaux d'événements pour un jeu. Chaque événement va être une ligne de texte, donc la taille des fichiers va varier en fonction du nombre d'événements, donc du nombre de lignes. La taille moyenne des objets stockés va avoir un impact sur le nombre d'accès. Donc ici, on voit quand la taille des objets va augmenter, le coût de requête va diminuer puisqu'on va avoir moins d'objets stockés et donc on va faire une seule requête pour un grand nombre, un gros volume de données. Alors on peut contrôler dans le cas par exemple de nos événements de jeu, on peut contrôler cette taille à différents niveaux. On va pouvoir le faire lors de l'ingestion par exemple. On préférera l'ingestion par batch, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer les événements un par un, on va les grouper avant l'envoi. Amazon Kinesis Firehose, par exemple, permet de contrôler l'ingestion sur S3 en indiquant une taille minimale à atteindre avant l'écriture, ainsi qu'une limite de temps entre deux écritures sur Amazon S3. Le deuxième niveau de contrôle qu'on va pouvoir avoir, c'est d'effectuer une transformation sur nos données, ou un ETL, donc Extract Transform Load. Amazon EMR, Elastic MapReduce, pourra par exemple être utilisé pour combiner les objets de petite taille existants déjà en objets de plus grande taille. Ce qui va se passer par contre, c'est que en contrepartie, la latence d'accès à l'information va augmenter. En effet, plus l'objet va être gros, plus volumineux, plus on va mettre de temps à le récupérer, le télécharger. Donc, pour contrebalancer ces effets, on peut paralyser ces accès. C'est là qu'on va bénéficier du fait que S3 est un système distribué. Donc il y a la possibilité dans un premier temps de faire des téléchargements partitionnés ou multipart upload. Donc on va pouvoir découper un fichier volumineux en différentes parties pour pour les envoyer chacune séparément sur S3. Et c'est S3 qui va recombiner ces parties pour en faire un objet. Dans l'autre sens, quand on veut récupérer la donnée, on va pouvoir utiliser l'entête HTTP bytes range, par exemple, qui va permettre d'extraire de S3 une partie d'un fichier et donc d'accéder plus rapidement à une partie de l'information. Dans le cas de nos événements de jeu, si on a un gros fichier qui contient énormément de données, on peut imaginer avoir, par exemple, un index qui va indiquer entre quels octets se situent certaines données, par exemple les données pour une heure particulière. Et donc, on va utiliser cette information pour récupérer uniquement les données qui nous intéressent. Donc, comme souvent, la performance et les coûts doivent s'équilibrer. Et donc, en fonction de votre utilisation des objets, vous allez définir la taille idéale pour votre application. Aujourd'hui, ce qu'on voit généralement, c'est que par exemple, pour l'upload, des tailles d'objets entre 8 et 16 mégaoctets sont le plus souvent utilisées. C'est celle, par exemple, qu'utilise l'outil en ligne de commande d'AWS pour effectuer des téléchargements partitionnés. Alors, on a parlé de performance d'accès pour un seul objet. On peut aussi avoir des applications, donc on en a parlé comme des transformations de type MapReduce, qui vont nécessiter d'accéder à des milliers, voire des millions d'objets stockés et en un temps limité. Ici, un principe similaire de distribution va s'appliquer. On va répartir la charge en utilisant notre espace de nommage des fichiers, nos préfixes. En effet, S3 a une limitation en ce qui concerne le nombre de requêtes par seconde que vous pouvez faire sur un préfixe particulier en put et en get. Par contre, on n'a pas de limitation sur le nombre de préfixes qu'on peut avoir dans un compartiment. Donc, l'idée ici, ça va être de répartir nos objets entre différents préfixes de manière relativement équilibrée pour pouvoir distribuer les requêtes sur ces préfixes et donc éviter d'être limité au niveau du nombre de requêtes par seconde. Dernier point concernant l'utilisation et l'optimisation des coûts et de la performance sur Amazon S3. Il ne faut pas hésiter à utiliser l'écosystème AWS. Amazon CloudFront, par exemple, qui est un système de distribution de contenu, ou CDN, va vous permettre d'améliorer la performance pour vos clients de l'accès à la donnée en réduisant la latence.
Récemment aussi, a été annoncé l'introduction de Amazon S3 Object Lambda qui va vous permettre d'utiliser du code, donc une fonction lambda, pour transformer vos données lors de requêtes de type GET. Et par exemple, ainsi, on va pouvoir diminuer les besoins de stockage. Pour vous montrer ça, j'ai préparé une dernière démo. Cette démo va vous montrer comment on peut changer la taille d'une image qui est stockée dans S3 de manière programmatique avec Lambda. Donc ici, on a créé ce qu'on appelle un Object Lambda Access Point, qui est associé à une fonction lambda. Cette fonction lambda, la voici. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va intercepter plus ou moins les get qui sont faits sur cet access point. Donc, dans notre événement qui est utilisé, on va pouvoir récupérer la clé d'origine qui est demandée par la requête get. Et ici, ma fonction lambda, ce qu'elle va faire, elle va vérifier si cette clé contient ou non un préfixe de taille et utiliser une librairie pour transformer éventuellement mon objet et modifier la taille de l'objet. Donc, ma fonction lambda va aller récupérer l'objet original et grâce à l'API WriteGetObjectResponse va modifier la réponse pour renvoyer le fichier transformé à la personne qui demande ce fichier. Donc j'ai aussi créé un petit script qui va aller récupérer donc via mon access point, donc dans le getObject classique, l'API classique de getObject d'Amazon S3, on peut remplacer le bucket par notre access point. Et donc, la requête va traverser cet access point. Et ici, je modifie ma clé d'accès en indiquant un préfixe de taille que ma fonction lambda va donc reconnaître pour effectuer la transformation. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, pour vous montrer qu'il n'y a pas de triche, dans mon compartiment, vous voyez bien, il y a une seule image. Il n'y a aucun préfixe de type size quelque chose. Donc, je n'ai vraiment qu'une seule image qui est stockée. Et donc, derrière, je vais utiliser mon script dans un de mes dossiers. Et vous allez voir qu'en lançant le script, il va donc télécharger mes 3 images qui vont apparaître dans mon dossier. Et donc, vous voyez que c'est assez rapide. Alors, si vous avez bien vu, la première image a mis un peu plus de temps à cause du démarrage de ma fonction lambda, mais ensuite, les temps d'accès ne sont pas vraiment modifiés par ma fonction lambda. Et donc, on voit bien que j'ai mon image originale avec mes 2 autres images qui ont été transformées. Voilà, donc une qui a un aspect ratio différent. Donc, on a bien ma taille de départ et les 2 tailles que j'ai demandé via ma requête get. Donc ça va vous permettre, par exemple, pour une application qui va avoir besoin d'afficher des images à différents formats, faire des thumbnails, faire des choses comme ça. Ça va vous permettre de stocker éventuellement uniquement une taille d'image dans votre bucket et de transformer l'image à la volée lorsqu'elle va être requêtée et donc d'économiser sur le coût de stockage. Donc bien sûr, il faut équilibrer le coût de stockage avec les coûts de processing de la fonction lambda, mais ça peut être intéressant si vous avez beaucoup d'images. Donc récapitulons ce que nous avons vu. Donc il est important pour ces fonctions lambda d'étudier les besoins applicatifs, d'organiser vos données avec des compartiments, des préfixes, des balises, de surveiller votre utilisation d'Amazon S3 avec les outils d'analyse en continu, de choisir les classes de stockage qui seront les plus efficaces pour chaque cas d'usage.
Aussi de bien utiliser Amazon S3 pour mettre à l'échelle vos requêtes et maximiser la performance, et d'optimiser les coûts et la performance à chaque étape de la donnée. Merci d'avoir suivi cette présentation. J'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur Amazon S3. Je vous souhaite de bien profiter de la suite du summit et surtout, n'oubliez pas de nous donner votre feedback.